Bonjour à tous, en particulier à ceux qui sont éloignés. Donc, nous sommes réunis ce soir pour une conférence intitulée « Le 6e, un arrondissement où vivent les traditions de Noël ». Et cette conférence va nous être présentée par Nadine Crottin, qui est à ma droite et qui va donc vous faire cette conférence. Alors, Nadine Crottin, il faut le dire, est une spécialiste de l'histoire des fêtes, si je puis dire, et des fêtes traditionnelles. Elle est docteur en histoire de l'École des hautes études en sciences sociales et membre de la Société d'ethnologie française, spécialiste des relations entre le territoire et les usages festifs, rituels et spirituels donc des territoires. Nadine Crottin a beaucoup écrit, je cite quelques-unes de ses publications. Fêtes et traditions occidentales dans la collection Que sais-je, que vous connaissez tous, donc c'est une première approche. Elle a écrit un dictionnaire historique des prénoms de France, un inventaire des fêtes des provinces de France, les fêtes de la table, et dans lesquelles elle traite des fêtes religieuses, païennes, chrétiennes, juives, musulmanes, agraires, historiques, enfin toutes sortes de fêtes et de tables et des traditions alimentaires qui se rattachent à toutes ces fêtes. Elle a écrit aussi de nombreux ouvrages sur la tradition noël. Je n'allais pas énumérer toutes ces publications, mais sur la tradition de Noël en France et ailleurs. Elle a écrit des ouvrages destinés aux adultes et à la jeunesse, et évidemment et naturellement l'histoire du Père Noël. Voilà. Mais je n'en dis pas plus et je lui passe donc la parole. Merci. Alors, bonsoir. Je commence par dire d'abord que je suis très contente d'être ici. Je suis moi-même une ancienne du 6e. J'habitais la rue Antoine Dubois, qui est une rue dont on ne connaît pas forcément le nom, mais qui donne entre la rue de l'École de médecine et la rue Monsieur le Prince, et qui se termine par des marches. Alors voilà. Et puis maintenant, je remercie beaucoup en particulier Bruno et Marie-Claude Delbas, grâce à qui je suis ici. Et donc, je vais parler de ces traditions que nous connaissons tous par cœur, mais quand on s'interroge pour essayer de les comprendre, on a beaucoup de mal. Ah oui. Alors donc, la première chose qui est la plus importante à cette époque de l'année, c'est le solstice d'hiver. Alors, pour les chrétiens, Noël, c'est avant tout la naissance de l'enfant Jésus. Mais en réalité, on va voir qu'il y a toutes les traditions, comme le sapin dans la maison, le grand repas, les cadeaux, le Père Noël, toutes ces traditions-là qu'on connaît bien sont liées au solstice d'hiver ou au moins au renouvellement de la nouvelle année qui arrive. Alors, le solstice d'hiver, normalement, c'est que le 21 décembre, à un moment précis, encore parfois, c'est le 20 ou le 22, c'est à un moment précis, mais dans les traditions, on peut s'apercevoir que ça dure au moins un mois, du 6 décembre au 6 janvier, et même parfois, on peut le faire commencer le 15, au moment du 11 novembre, au moment de la mi-novembre. Et avec ce solstice d'hiver, donc, il y a de nouvelles traditions qui arrivent, et en particulier la chaleur. On va avoir besoin de chaleur. Bon, non seulement on va multiplier les lumières dans les maisons, partout, même dans la ville, et puis surtout les rassemblements familiaux, qui sont également une grande source de chaleur, et des grands repas, des boissons abondantes, enfin, tout ce qui peut faire du bien, on le fait très volontiers au moment de Noël.
Et puis, c'est une époque, donc, les arbres sont complètement dépouillés de leur verdure, comme on le voit là sur cette image qui est l'entrée du Luxembourg à côté de l'orangerie. Et là, ça explique le besoin de faire rentrer la verdure dans la maison, et on va voir que c'est beaucoup plus ancien que ce que l'on peut faire. Alors, je disais que l'on pouvait faire commencer cette période à la Saint-Martin. Autrefois, l'Avent, qui a été institué au VIe siècle, a commencé au moment de la Saint-Martin. La Saint-Martin, c'est le 11 novembre. Alors pour nous, le 11 novembre, c'est souvent la date de l'armistice. Les gens ne savent pas forcément que c'est le jour de la Saint-Martin, mais c'était autrefois une fête très importante qui était en particulier importante pour les beaux ruraux, parce que beaucoup d'ouvriers saisonniers repartaient chez eux à ce moment-là pour l'hiver. Saint-Martin est un saint qui a réellement existé au IVe siècle et il est connu pour le miracle du manteau, comme on peut le voir là sur cette peinture sur verre. Il a donc donné la moitié de son manteau à un pauvre aux portes d'Amiens. Il était originaire de Pannonie, c'est-à-dire c'est en Hongrie actuelle. Et en fait, comme il était soldat romain, il s'est promené beaucoup en France, enfin en Europe même, et en France, il est très connu. Il y a beaucoup de villages qui portent son nom. Et il a été, après, évêque de Tours à la fin de sa vie. Et au moment de sa fête, même encore maintenant, la gravure que vous voyez est du 19e siècle, mais encore maintenant, les enfants se réunissent pour la Saint-Martin en Allemagne. Là, c'est à Düsseldorf. Et on voit que les enfants donc, se promènent avec des lanternes. Alors, c'était autrefois des lanternes, il fallait que le bâton soit d'un arbre fruitier. C'est important, l'explication, si vous voulez, de multiplication agraire qu'il peut y avoir derrière ça. Et puis, c'était un légume qui était creusé, un peu comme maintenant les grosses citrouilles d'Halloween, mais elles sont tellement grosses, elles, qu'on ne peut pas les porter à bout de bras. Mais on portait des raves, des pommes de terre, des betteraves, des courges, peu importe. Un légume évidé, sculpté en forme de spectre et qu'on allumait avec une bougie. Donc maintenant, les enfants font leurs lanternes, même à l'école, hein, en carton, où ce sont des petites lanternes vénitiennes, peu importe. Et ils se promènent donc avec leur petite lanterne. Alors, il n'y a plus forcément, la baguette peut être en plastique. Maintenant, il n'y a plus du tout l'importance de l'arbre fruitier, comme je le disais, ni du légume. Mais par contre, ils vont toujours en chantant. Ils suivent une personne qui mime Saint-Martin sur un cheval blanc, enfin bon, habillé en soldat romain, et qui mime le partage du manteau. Et les enfants chantent et après vont quêter aux portes des maisons. Et ça, les quêtes des enfants à ce moment-là sont extrêmement importantes. On les retrouve en particulier au moment de Noël. Alors, ces quêtes, les quêtes des enfants qui tapaient aux portes des maisons pour récolter un petit cadeau, avaient lieu à plusieurs moments de l'année. Ça avait lieu, on connaît maintenant celle d'Halloween, non, mais il y a aussi donc à Noël ou au Nouvel An, au Guilan Neuf, en France. Il y avait aussi, on faisait encore ces tournées à Mardi Gras, déguisées ou non. Et puis à Pâques, ça a été repris souvent par l'Église pour les enfants de chœur. Et puis, en Alsace, par exemple, il y a aussi cette tradition qui a lieu la nuit du 30 avril au 1er mai, où les enfants donc apportent le printemps, enfin, c'est la nouvelle saison. Alors là, on voit sur la carte de vœux que les enfants étaient munis de lanternes, comme on avait vu pour la Saint-Martin en Allemagne, et ils avaient ou une lanterne ou une baguette. Et ça, ces quêtes sont très anciennes parce qu'elles sont d'abord permanentes dans toute l'Europe. Et leur permanence, justement, prouve que c'est certainement très ancien. Et les enfants ont parfois une baguette simplement à la main et un fouet, enfin entre guillemets,
C'était pour chasser les mauvais esprits ou pour fouetter les personnes. Et ça remonte, on retrouve cette coutume chez les Romains des luperques, qui étaient, eux, alors c'était pas une baguette, c'était un fouet en peau de bouc, le 15 février, et ils se promenaient dans la ville et ils fouettaient tout ce qu'il y avait sur leur passage, y compris les femmes, pour leur insuffler la fécondité. Donc, ces quêtes étaient d'autant plus importantes que si il fallait donner quelque chose aux enfants. Elles avaient un sens magique, évidemment, que l'enfant ne comprenait pas, ne percevait pas, mais en tout cas, il fallait donner un cadeau pour recevoir leurs vœux, parce que les enfants sont dépositaires de l'avenir, et donc, quand ils vous souhaitent bonne année, eh bien, justement, pour que l'année soit bonne, en échange, il était très important de leur donner une poignée de noisettes, des noix, une pomme, d'autres cadeaux, une pièce de monnaie, etc. Enfin, ou des bonbons, comme souvent maintenant. Et il y a des quêtes qui existent encore, comme les Christmas carols, par exemple. Il y a des quêtes qui existent encore en Grèce, en Roumanie, où les enfants ont des bâtons sculptés à la main, en Bulgarie également. Tout ça, évidemment, porte bonheur. Alors là, nous voyons un dessin. Donc, je parlais de l'Avent tout à l'heure. L'Avent, c'est un mot qui vient de Adventus en latin, et c'est en fait l'avènement de l'enfant Jésus qui va naître à Noël. Donc, c'est les saints de l'Avent, dont fait partie Saint-Martin, il y a Saint-Nicolas, il y a Sainte-Lucie. Ce sont des saints généraux qui apportent à la fois la lumière et qui apportent des gâteries. Alors, Saint-Nicolas, lui, a réellement existé. C'était un évêque d'Asie mineure et qui a existé au IIIe et IVe siècle. Et la légende lui a prêté beaucoup de nombreux miracles. En particulier, un miracle qui était très important, mais qui n'est pas forcément plus connu, c'est celui d'avoir sauvé des marins de la tempête. Et pour cette raison, il est devenu le patron des marins et le patron de tous ceux qui sont en lien avec l'eau. Il est très présent dans les quartiers, quand il y a des quartiers Saint-Nicolas, même encore en France. Souvent, c'est parce qu'il y a une rivière qui n'est pas très loin, où son culte, donc, par les marins était vraiment très présent. Pas forcément lui comme patron des pêcheurs, comme Saint-Pierre par exemple, mais c'était un saint très aimé des marins. Et d'ailleurs, ça explique aussi la popularité de Saint-Nicolas, d'ailleurs, en Amérique du Nord, par exemple, parce que les gens étaient tellement contents d'avoir traversé l'Atlantique sains et saufs. Je parle des premiers colons à partir du XVIIe siècle, par exemple, XVIIIe, que le culte de Saint-Nicolas est très, très important en Amérique du Nord. Alors, le miracle le plus connu, nous, en France, c'est celui, et pourtant il est tardif, enfin, il date plutôt du IXe siècle. Il a sauvé 3 enfants qu'un méchant boucher avait coupé en morceaux. C'était des enfants qui s'en allaient glaner au champ et qui, sur le soir, s'étaient perdus. Et donc, ils étaient rentrés dans une maison qui était ouverte, enfin, qui était allumée. Et c'était un boucher, un aubergiste, qui leur a ouvert la porte. Et en fait, entrez, petits enfants, il y a de la place assurément, etc. Et puis, il a coupé les enfants en morceaux et mis au saloir comme un pourceau. Et donc, au bout de 7 ans, Saint-Nicolas est passé, a demandé à avoir du petit salé. Et en particulier, il a ressuscité ses 3 enfants. Donc, ça, c'est le miracle le plus connu, mais surtout, qui explique aussi que Saint-Nicolas a un patronage extrêmement important auprès des enfants et auprès des écoliers également. Alors, il est souvent accompagné de son âne, mais pas seulement. La monture de Saint-Nicolas, c'est généralement un âne. Ça peut être aussi un cheval blanc, comme aux Pays-Bas. Mais en réalité, le culte de Saint-Nicolas, c'est étonnant parce qu'il vient d'Asie mineure et on peut s'étonner de le savoir aussi présent en Europe et en particulier dans l'est des régions rhénanes, l'est de la France et en particulier en Lorraine.
Alors, son culte s'est implanté en fait à partir de 1087, une date précise au XIe siècle, parce que, comme c'est le patron des marins, comme je disais, il y a des marins marchands en même temps de Bari, dans les Pouilles, en Italie, qui sont allés recueillir ces restes qui étaient restés en Asie mineure, qui allaient être envahis par les infidèles, comme on disait. Et donc, à ce moment-là, ils ont rapporté ces restes et les mis à Bari. Et de là, il y a un chevalier lorrain, Aubert de Varangéville, qui a pris une phalange d'un doigt bénissant, dit-on, et il a mis cette phalange à Port, il a rapporté cette phalange à Port, en Lorraine, Port, P-O-R-T, et c'est une ville qui n'est pas loin de Nancy, qui est devenue Saint-Nicolas-de-Port, où il y a une grande basilique et un pèlerinage qui a été très fréquenté au Moyen-Âge, en particulier avec, par exemple, par Jeanne d'Arc et par Louis XIV. Enfin, il y a eu de prestigieux pèlerins. Et là, quand le culte s'est implanté en Lorraine, il a progressivement recouvert des traditions de la mythologie germanique, et en particulier la capacité du dieu Odin de marcher dans les airs sur son cheval, permettant à Saint-Nicolas d'aller de toit en toit, déposer ses cadeaux, donner ses cadeaux. Alors, il est accompagné également, on va voir, par le père Fouettard. Le père Fouettard, c'est un personnage très sombre. Donc, il peut avoir différentes appellations. Ici, sur cette photo, on voit Anstrap, qui est comme on l'appelle en Alsace, mais on l'appelle Schmutzli, enfin, il a différents prénoms, Krampus, enfin, différents aspects, mais c'est toujours un personnage très sombre et qui fait peur. Alors, au XVIe siècle, il y a, avec entre autres Charles Quint, on a fait venir Saint Nicolas d'Espagne, en tout cas aux Pays-Bas, et Saint Nicolas, eh bien finalement, on l'a fait s'accompagner des Zwartepiton, des pierres le noir, et ces pierres en question, on leur a donné les traits d'un noir, un Africain, et avec des cheveux crépus et habillé comme un page. Et là, il y a beaucoup de contestations actuellement sur le côté ethnique, évidemment, qui est les Noirs sont furieux, bien entendu, qu'il puisse y avoir un rappel de l'esclavage si vivant. Mais en réalité, le père Fouettard est une créature très sombre, et c'est donc un noir, mais qui n'a aucun aspect ethnique derrière. Alors, il est important de connaître au moment du carnaval, au moment de l'hiver, il y a les mascarades du Nouvel An, mais il y a également, donc ça peut aller jusqu'au carnaval, qui lui aussi est un début d'année. C'est un peu plus tard, c'est en février, le carnaval, mais il y a les personnages dans beaucoup de carnavals encore. Donc là, c'est pour des mascarades de Nouvel An sur cette image en Suisse, dans la Panzelle. Et là, ça a lieu, normalement, c'est autour du 13 janvier. Mais souvent, au moment du carnaval, on voit encore des cortèges de beaux, habillés, des belles personnes qui sont habillées avec des costumes chatoyants, qui ont des coiffures extrêmement élaborées. Et ces personnes sont accompagnées de personnages horribles, qui sont laids, qui font peur, et à qui on a prêté même des aspects punitifs. Alors là, on voit toujours dans la Penzel, le 13 janvier, un lait qui était vêtu donc d'attributs de la forêt. Et on les voit toujours, donc ils viennent, ils passent devant les maisons, et c'est comme les tournées des petits-enfants qui sont porte-bonheur. Eh bien, ils chantent leur yodel, enfin leur chant, et ça porte bonheur. Les gens les écoutent avec recueillement même. C'est vraiment, c'est une tradition qui est très très aimée et qui est restée donc vivante dans la Penzel. Et puis on retrouve aussi au moment de alors ces personnages, juste pour un mot, c'est
pour montrer en fait comment Saint-Nicolas s'est retrouvé affublé du père Fouettard. Eh bien, on comprend avec ces personnages beaux et ces personnages laids. Les personnages beaux annonçaient la bonne année, la prospérité. C'était des personnages qui distribuaient des noix, des bonbons, des oranges, etc. Et puis, ils étaient accompagnés donc de ces personnages laids qui n'étaient pas venus pour punir, mais c'était des personnages qui représentaient l'au-delà. Le monde de la forêt, qui était très longtemps un monde inconnu, les forêts étaient mal explorées, évidemment, et c'était des endroits inquiétants. Et c'était des endroits non civilisés. Et en fait, l'homme s'est toujours demandé d'où il venait et où il allait finalement, d'où il venait, où allaient les ancêtres. C'était finalement, ça prouve que l'homme s'est toujours inquiété, enfin a eu des inquiétudes métaphysiques. Alors là, on voit un Gilles de Binche en Belgique, au carnaval, qui distribue des oranges. Alors, on s'aperçoit que là, on fait un petit tour de l'Europe, mais en fait, on voit que les traditions que l'on connaît, nous encore, remontent à des traditions qui sont connues dans toute l'Europe. L'Europe, c'est l'hémisphère nord, et donc c'est ce moment du solstice d'hiver que nous connaissons. Alors là, on aperçoit, j'ai mis cette gravure parce qu'on voit que Knecht Ruprecht, qui va lancer des noix, donc les Gilles de Binche, on voyait qu'ils jetaient des oranges. Là, lui, Knecht Ruprecht, c'est le Valier Robert pour les Allemands, et il passe à Noël. Il passe pas à la Saint-Nicolas, lui, c'est un peu plus tard à Noël, et il arrive dans la maison et il distribue des noix, là. Et donc, ça, on voit que déjà, il a beaucoup d'aspects du Père Noël. La couleur rouge, le bonnet mou, la barbe blanche, la longue barbe et évidemment la générosité. Alors, il venait, il se déplaçait, il y avait toujours une créature sombre à côté. En général, il se déplaçait avec un père Fouettard à côté de lui, qui avait toujours un aspect bestial, hirsute, qui marchait pesamment, etc. Alors, ce tableau est intéressant. Là, la fête de Saint-Nicolas de Jan Steen. C'est un tableau qui est hollandais, donc c'est un peintre hollandais du XVIIe siècle, vers 1660-1665. Et on voit déjà beaucoup d'aspects qu'on va retrouver au moment de notre fête de Noël. Alors, je ne sais pas si c'est très clair vraiment sur l'image, mais en tout cas, on voit que les enfants n'avaient pas forcément que des cadeaux alimentaires. On voit que la petite fille avait également, par exemple, une poupée dans les bras. On voit le petit garçon qui a une... Ah ben, je vais prendre je peux prendre la souris? Bien sûr. Alors là, le petit garçon, la dame lui montre sa chaussure dans laquelle il y a une baguette. Et justement, c'était le rôle du père Fouettard qui, lui, après, alors qu'il n'était pas spécialement inquiétant au départ, comme je le disais, est devenu le personnage qui faisait vraiment peur aux enfants. Et d'ailleurs, dans notre façon de parler à l'enfant, on dit attention, si tu n'es pas sage, le Père Noël ne passera pas. Eh bien, c'est toujours ce côté ambigu de la personne qui peut apporter des cadeaux, mais attention, pas forcément à tout le monde. Et puis là, on voit, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a un homme qui montre... À l'écran, c'est plus clair. Ah, très bien. Alors, un homme qui montre le conduit de la cheminée. Donc aussi, alors l'importance de la cheminée. Là, aux Pays-Bas, la bûche dans la cheminée, dont on va parler plus tard, c'est plutôt dans le poêle. Elle brûlait plutôt dans un poêle. Mais enfin, en tout cas, donc il y avait la présence de la cheminée, enfin du lien avec le ciel, par où arrivaient les cadeaux. Des cadeaux tombés du ciel, c'est vraiment ça. Et puis, on voit également le petit soulier de la petite fille, donc l'importance de la chaussure qui est exactement comme une main tendue. La chaussure, c'est quelque chose qui appartient en propre à une personne. Et la botte que les Américains, par exemple, mettent, ou les Anglais devant la cheminée, ça a exactement le même sens. C'est-à-dire que ça représente la personne elle-même.
Alors maintenant, donc, il y a beaucoup de traditions pendant l'Avent. Je vous parle des saints généreux, mais il n'y a pas que. En fait, il va y avoir aussi une débauche d'argent, enfin, si je puis dire. On va acheter, avoir besoin d'acheter. Et ne pas avoir de cadeaux à faire à Noël, ne peut rien acheter, c'est vraiment triste. Noël peut être une fête très, très dure. Mais là, donc, on voit sur un marché à Leipzig, au 19e, les marchés de Noël ont commencé à exister au Moyen-Âge, pardon, le bas Moyen-Âge, dans les années 1500, et en particulier celui de Strasbourg est lui connu à partir de 1570, parce qu'avant, c'était quelques jours au moment de la Saint-Nicolas. Quelques jours au moment de la Saint-Nicolas, et c'est à partir de 1570, avec la réforme protestante, les évêques ont commencé à dire, à refuser le culte des saints et à vouloir que ce soit l'enfant Jésus. Donc, on a commencé à dire que ça pouvait être l'enfant Jésus qui apportait les cadeaux. Et en Allemagne, par exemple, avant de parler du Père Noël, c'est toujours, par exemple, en Bavière, dans les régions en tout cas très catholiques de Bavière, d'Allemagne, c'est toujours une belle jeune fille qui ressemble à la Sainte Lucie suédoise, dont on va parler également, qui apporte les cadeaux. Alors là, c'est une aquarelle, donc je reviens là, Paris 6e quand même, de la place Saint-Sulpice. Les marchés de Noël à la place Saint-Sulpice sont remplacés dans les années 90. Les crèches, avant, on présentait volontiers des crèches venues du monde entier, qui avaient aussi beaucoup de succès. Après, on a fait un marché de Noël, place Saint-Sulpice, qui n'a pas trop bien marché. Il y avait eu beaucoup d'abus avec les marchés de Noël. Normalement, ils vendent vraiment des objets propres à Noël, c'est-à-dire tout pour la décoration, pour le repas. C'était vraiment propre à Noël. Mais maintenant, on trouve aussi des babouches marocaines, on trouve des bijoux, des foulards peints à la peinture sur soie. Et le seul marché du 6e qui a été conservé, c'est celui de Saint-Germain-des-Prés, qui est toujours donc très connu et qui va être ouvert là, qui a commencé à être ouvert une semaine avant le début de l'Avent, le 25 novembre, voilà, jusqu'au 1er janvier 2024. Alors ensuite, donc là, on voit des décorations de Noël, des petites filles. Et à Marseille, alors il y a une fois au Santon, il y a un marché de Noël également, de part et d'autre de la Canebière, près du Vieux-Port. Le marché de Noël s'est étendu et maintenant, il y a des stands qui se sont installés même près du Vieux-Port. Mais par contre, la foire au Santon, les Marseillais y tiennent vraiment, ils restent, c'est propre au Santon. Ils ne veulent pas de décoration particulière. Ils ne veulent pas de couronne de Noël, ils veulent pas, enfin, pourtant, les couronnes de l'Avent, en même temps, ça peut paraître chrétien avec sa signification des bougies. Là, on voit donc un Saint-Nicolas qui marche en Autriche sur un marché. Et puis, voilà, la Sainte-Lucie dont on vient de fêter, qu'on vient de fêter, puisque sa fête est le 13 décembre. Alors, la Sainte-Lucie en Suède est une fête extrêmement importante où il y a une jeune fille qui porte une couronne de bougies sur la tête. C'est la fête de la lumière. Et à ce moment-là, les jeunes filles s'habillent avec une aube et une ceinture rouge à la taille. Et sur la tête, elles ont une couronne. Et Sainte-Lucie, elle, a une couronne de bougies, mais peu importe le nombre n'est pas significatif de bougies, en particulier sur Sainte-Lucie. Par contre, c'est vraiment l'expression même de la lumière. Alors là, depuis 2017, la Sainte-Lucie est venue d'abord à la cathédrale Notre-Dame à Paris et maintenant, cette année, elle a eu lieu, alors après, pendant le Covid, il y a eu bien sûr des interruptions et puis Notre-Dame, malheureusement, n'était plus ouverte, mais cette année, ça a repris. Le 5 décembre, on a fêté Sainte-Lucie à l'église Saint-Sulpice.
Et je vous encourage vraiment à y aller si vous n'êtes pas allé, parce que c'est magnifique. Et on voit que c'est extrêmement recueilli. Les personnes écoutent les chants et on va s'apercevoir que même pour les Christmas carols, etc., c'est toujours pareil, toujours un grand respect du chant. Pour les croyants ou non-croyants, ça c'est peu importe. Et ça peut être aussi pour Petit Papa Noël ou Mon Beau Sapin. Les petits Allemands qui chantent Mon Beau Sapin vont chanter aussi avec beaucoup de conviction et de recueil. Alors là, c'est une couronne de l'Avent, donc avec ces 4 bougies, puisque l'Avent va faire comprend 4 dimanches avant Noël. Ça commence le dimanche le plus proche de la Saint-André, qui est le 30 novembre. Donc, ça peut avoir lieu fin novembre ou début décembre. Un calendrier de l'Avent, lui, il commence toujours le 1er décembre. C'est toujours invariablement du 1er au 24. Et les calendriers d'Avent, en fait, l'habitude est venue en Allemagne au 19e siècle, en particulier avec un des frères Grimm en 1834, qui avait collé des petites images, on collait des images au fur et à mesure. Alors, donc, plus on approchait de Noël, lui, il l'avait fait sur une aquarelle qui représentait un personnage près d'une table où il y avait un sapin. Enfin, c'était vraiment une image de Noël. Et puis, il avait collé des petites images qui étaient des bouquets de fleurs, des chandelles, des jouets, enfin bon, tout ce qui pouvait signifier Noël, mais qui n'avait pas forcément de signification religieuse. Et puis, en particulier, après les premiers calendriers de l'Avent qui sont apparus, eux, ils sont apparus à partir de... c'était surtout par l'Église, c'était des versets bibliques qu'on recouvrait d'une petite image, on collait, on avait 2 planches, si vous voulez, la planche avec il y avait des textes, et puis une autre planche où il fallait découper les petites images pour les coller au fur et à mesure, 24 fois. Et la 24e image représentait invariablement l'enfant Jésus et la crèche. Enfin, c'était toujours une image très... comment dirais-je, une image sainte. C'était la signification des premiers calendriers commerciaux qui ont été commercialisés à partir de 1908 en Allemagne, à Munich en particulier, où était le Gerhard Long, un imprimeur important. Eh bien, ces calendriers donc étaient systématiquement représentaient des images pieuses. Et puis, pas toutes les images, mais en tout cas la dernière image toujours. Et puis, après, en France, on ne l'a pas connu très tôt, c'est dans les années 1960-70 que le calendrier s'est imposé. Et alors là, maintenant, les calendriers devenus très commerciaux permettent de trouver des chocolats, des parfums, des bières et même des animaux, même des aliments pour un chat ou chien, par exemple. Alors, toujours une autre décoration très importante au moment de Noël, c'est la verdure dans la maison. Bon, là, on voit 2 sapins qui étaient posés sur une table, mais c'est souvent un seul sapin. Il était posé, pas forcément très grand, il était posé sur une table parfois, ou même accroché au plafond quand le logement était très petit. Et puis, dans les habitations un peu plus grandes, on aimait bien un sapin entier que l'on mettait vraiment sur pied et autour duquel on pouvait danser si on voulait. Alors, le sapin, lui, ne s'est imposé que plus tardivement. Mais les branchages dans la maison, déjà tertulliens au deuxième et troisième siècle, déjà lui, en Afrique du Nord, qui était romanisé à l'époque, prétendait que les chrétiens, justement, se comportaient comme des païens parce qu'ils mettaient sur leur porte des maisons de la verdure et ils multipliaient les chandelles. Et il avait bien expliqué au moment des Saturnales, vous vous comportez comme des chrétiens, comme des païens, etc.
Donc, c'est un premier reproche qui laisse entendre que la verdure a toujours été appréciée dans les maisons à ce moment-là. Et puis, on commence à trouver des sapins vers le 15e siècle, d'une façon très ponctuelle, en Allemagne en particulier, avec dans des maisons de corporation, dans des hôpitaux, enfin des bâtiments qui étaient quand même assez importants. Et puis, le sapin, c'est très vite, les gens l'aimaient beaucoup et c'est très vite multiplié. En fait, la coutume s'est multipliée dans les maisons. En Alsace, à Sélestat, en 1521, eh bien, c'est là où on voit qu'il y a des gardes, la ville a payé des gardes forestiers pour surveiller les forêts jusqu'à la Saint-Thomas, qui à l'époque avait lieu le 21 décembre, pour éviter les coupes sombres, les coupes sauvages. Donc, ça voulait dire qu'effectivement, les gens aimaient bien, mais comme je disais, c'était des petits sapins qui étaient donc des branchages et qui ont été très, très vite décorés. Ils ont été décorés de symboles qui étaient toujours très prometteurs, de pommes, de noix, enfin, les pommes, symbole d'immortalité, hein, c'est vraiment quelque chose, enfin, il y a les pommes des Hespérides, mais c'était également pour les Celtes un symbole important. Et puis là, il y avait aussi donc, des lumières, on mettait des bougies, on disait qu'il fallait mettre 12 bougies dans l'arbre, parce que comme 12 mois de l'année, tout ça, c'était en même temps le porte-bonheur pour l'année qui allait arriver finalement. Et ces pommes se sont retrouvées remplacées au 19e siècle par des boules, comme là. Alors on dit que à Bézental, en Lorraine, les verriers, justement, avaient voulu, c'était une année de disette, il y avait très peu de pommes dans les vergers, et donc ils ont eu l'idée, comme ça, de créer les boules. Alors bon, il y a plusieurs origines qui ont été données aux boules, mais enfin, je vous en donne une. Et puis, il y a aussi le gui. Alors, le gui, lui, est un végétal qu'on aime beaucoup au moment de Noël, mais qui est plutôt lié au Nouvel An. C'est un végétal qui se fane très vite. Alors, donc, on l'utilise moins que le hou, par exemple, ou le sapin, mais on l'aime bien parce que pour les Celtes, enfin depuis les Celtes entre autres, mais c'est un symbole un peu porte-bonheur, surtout un symbole de fécondité. Et on disait qu'il fallait s'embrasser sous le gui, ça apportait bonheur, ça apportait des enfants. Voilà. Et là, donc, on voit du hou, un petit garçon donc, qui porte du hou, sur une carte postale Bonne année, donc qui est une française. Et c'est un symbole qui est extrêmement aimé. D'abord, il est beau en Noël, il a des baies bien rouges et il est bien vert. Donc, ce sont les couleurs de Noël qu'on va retrouver, qui vont avoir de l'importance. Et puis, surtout, c'est ces pointes qui en font quelque chose d'important. Alors, les pointes étaient utilisées contre les sorcelleries. Et donc, c'est un symbole, comme beaucoup de choses, en fait, on voit toujours une superstition derrière tout cela, qui est toujours se voulait porte-bonheur pour l'année qui venait et pour le moment qui était là. Alors là, on voit par exemple, maintenant, beaucoup de biscuits dans les arbres avaient des pointes. Alors, par exemple, là, on voit un petit sapin qui devait à peu près de 6-8 cm. Et il y avait des cœurs, il y avait des croissants de lune, il y avait des as de pique, il y avait enfin, tout ce qui pouvait comporter des pointes. Là, par exemple, les biscuits, ce sont des étoiles, enfin, ou des flocons de neige, si on veut. Et donc, on s'aperçoit, là, tout ça, ce sont les biscuits de l'Avent. Il ne faut pas les confondre avec les desserts qu'on va avoir au moment de Noël, dont on va parler après un peu plus tard. Alors, donc, on voit que dans la ville, maintenant, la verdure, les lumières se multiplient. Donc, la verdure s'est très vite multipliée, mais elle est rentrée d'abord dans les maisons. Donc, quand j'ai parlé de l'Alsace, du sapin qui est rentré en Alsace connu à partir de 1521,
Nous, en France, c'est arrivé beaucoup plus tard parce que le sapin a été très longtemps concurrent de la crèche. Et nous, évidemment, la crèche en France avait beaucoup d'importance. Le sapin, pour nous, pour les chrétiens, c'était un symbole protestant. Et donc, il a eu plus de mal à s'habituer, entre guillemets, dans les maisons françaises. Alors, donc, la verdure est sortie dans les maisons. Et en particulier, alors là, c'est quelques photos du 6e, la rue Saint-André-des-Arts, par exemple. Et donc, là, on voit, alors c'est avec les multiplications de l'électricité, bien sûr. Donc, c'est à partir du XXe siècle. Mais l'illumination des Champs-Élysées, par exemple, ne remonte qu'à 1982. C'est pas si ancien que ça, parce que il y avait la maison d'Alsace, enfin il y a toujours la maison d'Alsace, 63 Champs-Élysées, qui est toujours extrêmement bien décorée au moment de Noël. Et donc ça avait finalement donné envie à toute l'avenue de s'habiller. Voilà. Et maintenant, et après, la mairie de Paris, du temps même de Delanoë, voulait promouvoir la ville lumière, bien entendu. Alors, là, on passe à autre chose qui est une préoccupation de l'Avent qui va être extrêmement importante, qu'on connaît tous, c'est la préoccupation commerciale. Donc là, on voit donc les petits jouets de l'Avent qui ont de l'importance. Et ça, c'est d'après un chromo du Bon Marché qui date de 1898. Et donc, là, on voit apparaître les premiers catalogues au début du XXe siècle. L'habitude d'acheter des jouets à Noël, parce qu'on dit toujours, ma grand-mère avait se contenter d'une orange, enfin bon, je suis sûre que c'est pas toujours exact. Parce que les cadeaux ont été très longtemps effectivement alimentaires, mais il n'y avait pas que ça. On a pu commencer à voir déjà au XVIIe siècle la petite fille avec la poupée. Et puis, il y a eu, avec la montée de la bourgeoisie au XIXe siècle, là, il y a vraiment eu une multiplication des jouets et on appelle ça des étrennes. Donc, le mot étrenne, pour nous maintenant, c'est vraiment l'enveloppe qu'on donne au moment du 1er janvier, aussi bien qu'on donne aux concierges, qu'on va donner aux pompiers, enfin, peu importe, on donne des étrennes. Mais en réalité, donc, les étrennes, c'était les cadeaux de Noël qui étaient donnés comme symbole porte-bonheur du 1er janvier. Et c'est pas récent, parce que déjà Ovide, dans les fastes, et parle justement des cadeaux qu'on donnait au calendes de janvier. Et c'était des cadeaux porte-bonheur. Et il se plaignait déjà, donc 1er siècle de notre ère, il se plaignait déjà qu'on donne plus facilement de l'argent plutôt que des figues ou du miel. Vous voyez, l'intérêt pour l'argent n'est pas nouveau. Alors là, je me parle d'une vitrine du Bon Marché pour une bonne raison. Je sais bien que c'est pas le 6e, mais on n'est pas loin du Lutetia. Et la première vitrine animée de Paris, c'était en 1909. C'est un automate qui représentait la découverte du pôle Nord par Robert Piré, qui avait eu lieu le 6 avril de cette année-là. Et c'était cet automate qui donc a donné après l'impulsion pour créer des vitrines animées au moment de Noël. Elles se sont énormément multipliées dans les années 1950 avec des marionnettes à fil, avec des rouages extrêmement compliqués. Et là maintenant, c'est devenu vraiment le clou du Noël parisien pour beaucoup d'étrangers qui viennent volontiers voir les vitrines, avec ou sans enfants d'ailleurs, mais c'est vraiment quelque chose de très remarquable. Oui, merci. Alors donc là, on voit des vitrines du Bon Marché en 1970, dans une rue qui est un peu vide, on ne voit pas beaucoup la rue de Sèvres de cette façon. Et puis, on voit là les devantures. Alors, je voulais vous mettre une image d'une devanture magnifique qui est au 16 rue d'Assas.
il y en a qui habitent pas loin, qui pourraient aller voir. C'est les chocolats Jean-Charles Rochou. Et c'est magnifique. Cette aventure est très belle. Il a reconstitué en chocolat des personnages d'une crèche vénitienne, napolitaine. Napolitaine. Et c'est vraiment très joli, mais il a mis 2 sapins décorés de part et d'autre de cette aventure. Et j'aurais voulu mettre cette photo, mais je n'avais pas une photo satisfaisante avec moi, donc j'ai pas pu. Mais bon, peu importe, cette photo montre que, vous voyez, les vitrines de Noël sont toujours, pendant l'Avent, encourageantes pour encourager en tout cas les gens à dépenser de l'argent et faire des beaux cadeaux. Et le cadeau de Noël, d'ailleurs, c'est un cadeau qui ne va pas se donner de la main à la main. C'est un cadeau qui est souvent emballé et qui doit être bien emballé. Alors là, on voit une petite fille devant la vitrine Tuilier. Tuilier, c'est place Saint-Sulpice. Et dans le 6e, évidemment, les boutiques d'art liturgique ici étaient très nombreuses. Et là, donc, cette vitrine Tuilier a la boutique a beaucoup de succès pour commencer la crèche. On va en parler un petit peu plus tard. À ce moment-là. Alors là, je vais revenir en arrière. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une affiche. Ce sont les enfants de Stan qui s'apprêtent à chanter. D'ailleurs, c'est une affiche de 2023 pour les chants de Noël. Et comme je le disais tout à l'heure, pour la Sainte-Lucie, et on va le voir également avec les petits chanteurs de Cambridge, par exemple, en Angleterre, c'est vraiment toujours beaucoup de recueillement. Et les gens qui écoutent ces concerts de Noël, les écoutent, mais vraiment religieusement. On aime bien qu'il y ait le silence, on écoute des voix d'enfants ou autres, mais le chant a énormément d'importance au moment de Noël. Le chant, même dans les... Alors là, moi, je regrette maintenant beaucoup dans les publicités parce qu'on a enlevé tout ce qui pouvait laisser entendre Douce Nuit, Sainte Nuit, tout ce qui est né divin enfant, etc. Enfin, tous ces chants de Noël ont disparu progressivement. Et après, l'année dernière, on entendait beaucoup Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, enfin Jingle Bells. Et donc là, cette année, on entend un peu n'importe quoi, mais ça, c'est très dommage. Je pense la publicité d'avoir banni ces bouchons de Noël à l'époque. Alors là, à l'église Saint-Sulpice, il va y avoir le 22 décembre à 20h45 un concert. Là, ça ne sera pas avec les enfants de Stan, hein, c'est pas. Mais en tout cas, c'est toujours vraiment des spectacles qui sont très bons. Alors voilà, donc les enfants de King's College à Cambridge qui chantent donc des Noëls et toujours comme avec la Sainte-Lucie, on a vu, toujours avec recueillement. Alors ça, c'était dans un caveau. Bon, celui-là, c'est un caveau de la Boussole qui est rue Guizarde, mais ça pourrait être le caveau de la rue de Bussy dont parle Guillaume Apollinaire, en particulier qui avait écouté des chants de Noël et qui disait, mais les chants de Noël sont vraiment les monuments les plus curieux de notre poésie religieuse et populaire. Et c'est vrai qu'il y avait des Noëls où on faisait, par exemple en Bresse, ça dépendait des régions, mais on faisait venir les habitants de partout, dans les alentours, et ils arrivaient avec qui avec une poularde, qui avec un dindon, qui avec un canard, etc., enfin, avec des volailles, puisque c'était en Bresse. Et c'est assez amusant. Et donc, lui, Apollinaire il habitait à ce moment-là, il habitait boulevard Saint-Germain, 202 boulevard Saint-Germain, exactement. Alors, l'époque de l'Avent, c'est toujours une époque de grande générosité, comme je l'ai dit, et encore maintenant, on le voit avec le Téléthon, qui a remporté, on voit encore un grand succès. Là, donc, c'était à l'occasion pour offrir des cadeaux aux militaires, aux enfants des soldats partis faire la guerre.
On a organisé des concerts, on a organisé donc des différentes activités. Et c'est toujours quelque chose qui a lieu encore. Là, c'était le 5 décembre 1981 et c'était un repas, donc c'est dans notre 6e, c'est un petit journal local de l'arrondissement. Et c'était un grand repas donc, qui est offert par la mairie. Alors là, c'est un autre repas qui était organisé donc place Saint-Sulpice, soirée gratuite, et qui était organisé en 2002. Et là, cette année, alors maintenant, la mairie du 6e organise toujours des repas pour les personnes plus âgées, bien sûr, mais la collecte, ça va être des jouets. Là, par exemple, c'est au profit des enfants, des orphelins de la police. Donc, à la mairie du 6e, et ça a lieu cette année du 7 novembre au 7 décembre. Je suis un petit peu en retard. Alors là, la photo de Marie-Claude Delmas, que je remercie, présente ici un bûcher de Noël. Alors, les bûchers de Noël, c'était des grands bûchers qu'on faisait comme des feux de joie à la Saint-Jean. Et donc, on les mettait près de l'église, enfin, en tout cas, sur une place. Et curieusement, c'était pas partout, c'était dans les régions, en particulier du sud, les régions méditerranéennes, les régions du sud de la France, et là, en Corse, en l'occurrence. Et c'était des régions où il y avait les bergers, avaient énormément d'importance. Et la messe de minuit était vraiment la fête patronale des bergers qui se retrouvaient après à la messe. Et donc, le feu n'était pas connu partout. C'est pour ça que j'avais été étonnée d'entendre parler de cette coutume du feu de Noël, donc qui n'existait pas partout. Et puis, là, par contre, en lien avec le feu, c'était pas dehors, comme au solstice d'été, c'est la Saint-Jean, le feu de la Saint-Jean, on fait des feux de joie. Là, c'était plutôt la bûche dans les cheveux. Et c'était une vraie bûche qu'on mettait autour de laquelle on se recueillait et qui avait, on y mettait le feu avec beaucoup de cérémonies. En Provence, c'était le plus âgé de la maison avec le plus jeune qui était en âge de le faire, qui mettait la bûche dans la cheminée. Et là, encore, la rue de Bussy est à l'honneur, puisque je vais parler de la pâtisserie Quillet, qui était au 14 rue de Bussy. C'est un traiteur. Ah, pardon, j'ai cliqué, mais je réponds. Merci. La pâtisserie Quillet, merci. Et donc, il y avait un ouvrier, enfin un apprenti, disons, qui s'appelait Antoine Charabour dans cette pâtisserie et qui a inventé la crème au beurre. Et à partir de cette invention en 1879, on a multiplié la bûche de Noël. On a créé la bûche de Noël. Alors voilà, les desserts de Noël qui sont très différents, comme je l'ai dit, des desserts de l'Avent. Là, c'est toujours des desserts avec énormément de choses dedans, d'épices, des raisins secs, du massepain, des pâtes d'amandes. Alors, on voit des mince pies anglais, on voit le Christstollen allemand, on voit le panettone italien, on voit ce qui s'appelle Roscon en Espagne, c'est plutôt au moment de la fête des rois, et puis la bûche de Noël. Mais la bûche, en fait, à la limite, c'est presque moins parlant que les 13 desserts. Là, on voit une dame apporter en Angleterre le pudding. Donc, on voit toujours cette habitude de faire des grandes tablées au moment de Noël. C'est vraiment le rassemblement de la famille, alors que le 1er janvier, c'est celui des amis. Là, voilà les 13 desserts provençaux, avec des fruits frais, des fruits secs, les mendiants, comme on dit, qui sont des fruits secs de différentes provenances et de différentes couleurs. Et on les appelait les mendiants parce que c'était les couleurs des bures des moines. Là, c'est un gibassier dans la région d'Aix-en-Provence, mais ça dépend où on est en Provence, c'est pas toujours pareil.
Par exemple, dans la région d'Apt, il y a beaucoup de fruits confits, alors qu'à Marseille, il n'y en a pas du tout. Voilà, là, on parle de la nativité, donc maintenant, c'est la fête chrétienne vraiment du 25 décembre. Et on voit les premières représentations de la crèche sur un sarcophage, enfin des sarcophages du IVe siècle. Là, un sarcophage à Arles, où on voit une crèche avec l'âne et le bœuf et les mages, l'adoration des bergers, et la Vierge pensive. Et on peut voir que l'âne et le bœuf donc, sont apparus sur la crèche avant même Saint-Joseph, qui accompagnait la Vierge. L'Évangile n'en parle pas, mais c'était très vite, l'âne et le bœuf, on les a très vite fait venir dans les évangiles apocryphes en particulier. Alors, on prétend que c'est saint François d'Assise qui a inventé la crèche. En réalité, ça, c'est la grotte du Greccio. Il a fêté dans une grotte avec un âne, un bœuf et de la paille par terre. Il a fêté la messe de Noël. Il était diacre. C'est pas lui qui célébrait la messe, mais on a célébré la messe au-dessus d'une mangeoire. Et donc, c'est cette grotte maintenant. Et cette année, ça a beaucoup d'importance puisque ce sont les 800 ans du Greccio. Alors là, elles sont apparues après les crèches, elles sont apparues un peu plus tard. Les crèches d'église, d'abord, avant d'être des crèches dans les maisons, elles sont apparues à partir du XVIIe, même XVIIIe siècle surtout. Et puis, alors, donc, à Naples, on voit, mais il fallait vraiment, c'était des familles qui étaient très riches, qui pouvaient se permettre d'avoir des crèches, parce que c'était des tableaux très élaborés. Et par contre, les santons de Provence sont des petits personnages qui sont, eux, qui peuvent aller enfin, de différentes, de 9 ou de 6 cm. Il y en a même de 3 cm. Mais les santons de Provence, eux, apportent leurs cadeaux, alors que les santons vénitiens, napolitains, décidément, eux, au contraire, ils continuent de vivre leur vie. Il y a différents tableaux qui vont représenter. Il y a le tableau de la scène où Marie et Joseph frappent aux portes des maisons des auberges. Il y a après la nativité, il y a après l'annonce au berger et l'arrivée des mages. Ce sont des tableaux, en fait, donc ils n'apportent pas forcément leurs cadeaux, tandis que la crèche provençale, oui. Alors elle, cette dame, elle apporte carrément ce qu'elle file avec son rouet. Et donc là, c'est dans l'église Saint-Germain-des-Prés, l'adoration des mages, qui est une peinture murale qui a été restaurée récemment. Alors, il y avait, parvis de l'église Saint-Sulpice, comme je disais, des crèches dans les années 80 qui avaient beaucoup de succès, comme on peut voir ici. En 1982, il y avait eu 246 000 visiteurs en moins d'un mois. Et donc, ça avait été renouvelé en 1983. Et puis, la crèche, alors les lieux publics, on en parle beaucoup, mais vous voyez, il y avait une présentation dans la mairie du 6e en 1986 de crèche de Pérou. Et vous avez toujours dans le hall européen de Bruxelles, du Parlement européen, vous avez une crèche qui est bénite, très officiellement, et vous avez beaucoup de pays européens qui seraient absolument déçus de sa suppression, comme l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne en particulier, des régions catholiques de l'Allemagne. Alors, je passe maintenant au Père Noël. On a parlé beaucoup de Saint-Nicolas. On reconnaît donc déjà la couleur rouge du vêtement qui va se multiplier. Alors, le Père Noël, Santa Claus, comme disent les Américains, j'ai expliqué que Saint-Nicolas était très connu en Amérique du Nord. Et en fait, en 1822, il y a un pasteur qui a écrit un petit poème pour ses enfants en parlant d'un Saint-Nic, mais dont le nom vient bien de Saint-Nicolas, qui avait la taille des petits lutins d'Europe du Nord et qui était capable de descendre par la cheminée. Mais alors lui, il avait acquis un bon ventre, des traits rondouillards, enfin vous voyez, c'était devenu un personnage qui était plutôt amusant qu'autre chose et qui apportait des jouets.
Alors là, c'est intéressant cette photo parce que, avec la photo suivante, parce que cette photo donc est prise en 1951, place Saint-Sulpice, sur le parvis de l'église. On voit une jeune fille qui représente la Sainte Vierge avec un poupon dans les bras et à côté d'un Père Noël. Et le Père Noël était très bien accepté par l'Église précédemment. En 1903, j'avais lu dans Lecture pour tous, un journal qui est en particulier pour les enfants, et c'était marqué « Si tu es sage, l'enfant Jésus t'apportera des cadeaux grâce à son fidèle messager, le Père Noël. » Donc le Père Noël était très bien vu. Et puis la même année, 1951, que celle du parvis de Saint-Sulpice, à Dijon, au contraire, on a brûlé l'effigie du Père Noël devant 250 enfants des patronages pour leur dire Noël, c'est pas du tout la fête commerciale, c'est avant tout la fête religieuse qui est importante. Il faut parler du petit Jésus. Et à ce moment-là, les évêques ont pris la parole, et progressivement, Monseigneur Saliège à Toulouse, enfin, plusieurs évêques ont pris la parole et ont dit qu'effectivement, il ne fallait plus parler du Père Noël. Alors là, la couleur rouge du vêtement. Donc le Père Noël, il vient d'hiver. Il vient, on dit, du pôle Nord, mais quand on a commencé à le faire venir de pôle Nord, à ce moment-là, le pôle Nord n'avait pas été découvert. Il a été découvert en 1909, comme je le disais. Donc là, il est toujours vêtu d'habits chauds. C'est vraiment une tradition d'Europe du Nord, en fait, de l'hémisphère Nord en particulier. Alors là, on voit un Père Noël au début 20e, pardon, qui est habillé donc d'un vêtement. Dans le poème de Thomas More, il avait des vêtements couleur de suie. Donc là, ça pourrait être couleur de suie. Là, on voit un Père Noël habillé en blanc, toujours un catalogue des traînes de cheveux. Et alors, le Père Noël apporte ses cadeaux, les cadeaux tombent du ciel, donc on dit qu'ils viennent par la cheminée, mais ça a toujours été, la cheminée est un lien très important. D'abord, on dit toujours un foyer, ça, le mot existe encore, et en fait, on mettait la bûche à brûler dans la cheminée pour éviter la sorcellerie de descendre par le ciel, parce que c'était un lien qui était toujours ouvert entre la maison et le ciel, donc il faisait peur. Mais les cadeaux, on pouvait les recevoir, donc on les découvrait le matin, comme là, par exemple, les petits enfants encore en pyjama, mais maintenant, on peut les donner au moment du réveil. Et puis, c'est toujours des occasions de manger extraordinaires, donc avec des grands repas. Et là, pour symboliser le mois de janvier, justement, dans les traits légers du Duc-Berry, les frères Labour, donc là, ont dessiné une table qui est très abondante. Et on retrouve, au moment des calendes de janvier, déjà, on voit à Rome, dans la Rome impériale au 5e siècle, il y avait déjà la tradition de faire la veille des calendes, exactement le réveillon qu'on fait le 31 décembre, avec abondance de mai. L'abondance promet l'abondance. C'était pour l'année qui venait, bien sûr. Alors là, donc, le Nouvel An, comme je disais, c'est plus avec les amis qu'avec la famille, et c'est plus la joie de vivre, plus Noël, comme c'est pareil, c'est vraiment la fête de la famille. Il peut y avoir même des circonstances très douloureuses si on a perdu quelqu'un de la famille récemment, ou si quelqu'un est malade, etc. Il y a des chaises qui restent vides et qui sont, comment, on y pense tristement, tandis que là, le Nouvel An, c'est complètement différent. C'est tout à fait autre chose. Et alors là, je vais terminer sur cette carte de vœux. J'aurais aimé continuer jusqu'à l'Épiphanie et rappeler en particulier le repas des Romains, des Saturnales, qui est toujours la même signification de table abondante. Et les Saturnales, le mot est devenu maintenant plutôt porteur de légèreté, alors que c'était des repas où on invitait même les esclaves à la même table que les maîtres, et c'était des repas où on élisait un roi de fantaisie. Et on va retrouver donc cette habitude d'élire un roi, mais nous, au moment de l'Épiphanie.
La couronne semble avoir aussi beaucoup d'importance, mais là, il faudrait presque une conférence entière sur le sujet, parce que, par exemple, avec Saint-Étienne, qui est fêté le 26 décembre, et dont le nom, Stéphanos, c'était vraiment ça, la couronne. Et donc, le roi, l'importance du roi, et au moment de Noël aussi, et la chasse au roi de clé. Donc, là, sur cette carte de vœux, on voit très bien la présence des petits oiseaux. Voilà, bon, je vous souhaite, voyez, un heureux Noël, comme il est marqué sur cette carte. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Noël, pour cette présentation qui nous a fait à la fois rêver, évoquer beaucoup de souvenirs, et puis pleine d'érudition aussi sur toute cette histoire, qui est finalement extrêmement dense, qui plonge au cœur finalement de la vie des sociétés, auxquelles les sociétés, en ce moment du basculement de l'année de l'annuel lunaire, a suscité tant d'expressions. Alors, on note aussi les traditions venues de l'Europe du Nord, et puis au sud, les santons. Vous avez parlé des santons de Noël à Marseille, et je peux vous dire qu'il y a le même marché de santons à Barcelone. Ah oui? Devant la cathédrale de Barcelone, la même chose. On vend des santons aussi. Oui, donc, on ne mélange pas. Non, non. Et donc, c'est la même. Donc, on retrouve bien alors une tradition d'Europe du Sud. Vous avez fait allusion aussi aux feux de Noël, que l'on trouve partout aussi, oui, autour du bassin méditerranéen. Oui. Donc, mais toujours la lumière, la joie et l'espérance d'une année meilleure. Alors, il y a peut-être beaucoup de questions. Il y a des questions? Juste une petite information, vous avez parlé qu'il y a Saint-Martin en Allemagne, mais Saint-Martin n'a pas fêté en place aujourd'hui. Moi, nos enfants, ils ont défilé avec des petites musiques. Ah, très bien. Les écoles, après, ils faisaient Saint-Martin. Oui, oui. Mais c'est souvent, comme la Sainte-Lucie, c'est la Suède, mais c'est aussi dans les régions limitrophes, souvent. Donc là, ça ne m'étonne pas. Bon, bien, je vois que vous êtes tous déjà partis dans les rêveries et vers les fêtes de Noël. Donc, à la suite, pour conclure cette conférence, je vous souhaite aussi à vous tous de belles et bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Voilà. Alors, Merci. Merci beaucoup. Merci, Christian.